On va peut-être passer à la présentation suivante. Je suis ravie d'accueillir le professeur Alain Mackinson, qui est un infectiologue au CHU de Montpellier. Et donc, Alain Mackinson a coordonné la rédaction du nouveau chapitre cancer, qui a été publié il y a quelques semaines, donc dans le rapport d'experts. Et donc, il va nous présenter les nouveautés en termes de prévention et de prise en charge des cancers, et surtout en termes de dépistage. Donc, merci Alain. Voilà, donc déjà, merci de votre invitation, merci de cette sollicitation. Je suis en effet professeur Alain Mackinson, j'ai coordonné le, le- le chapitre sur cancer et personnes vivant avec le VIH. On est tout un groupe, hein, j'ai pas énuméré, je vais pas énumérer l'ensemble des participants, ce serait beaucoup trop long, mais voilà, c'est un chapitre où il y a différents cancers, du coup, différentes expertises. Et il faut faire travailler à la fois des experts en lymphome, en cancer de la prostate, en cancer du poumon, avec des infectiologues qui sont spécialisés dans la prise en charge des PV-VIH, et puis des pharmacologues. Donc tout un groupe de travail, c'était assez long et passionnant. Et donc on va centrer notre topo aujourd'hui sur le dépistage, un petit peu sur la prévention globale. Je crois qu'on peut jamais s'en passer. Et puis un petit peu sur la prise en charge, la prise en soin des cancers chez les personnes vivant avec le VIH. Donc je vous propose de commencer par le dépistage. Alors, il y a de multiples cancers à dépister. Il y en a beaucoup qui sont identiques à la population générale, et puis il y a certaines stratégies qui ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait identiques à au dépistage en population générale, et d'autres, des cancers qui sont spécifiques dans cette population de personnes vivant avec le VIH. Donc là, on va commencer par le cancer du col pour les femmes donc, vivant avec le VIH. C'est un cancer qu'on dépiste en population générale, pour lequel il y a eu en population générale des indications et surtout des modalités de dépistage qui ont été publiées donc, par l'HAS en 2019. Et tout le débat du groupe, c'était de savoir est-ce que chez les femmes vivant avec le VIH, on peut faire comme on fait chez des femmes issues couvertes par les recommandations HAS, ou est-ce qu'il y a des spécificités à respecter. Donc il y a deux phases déjà dans ce dépistage, comme en population générale qu'on a validé. C'est une phase entre 25 ans et 30 ans où le dépistage se fait par frottis avec une cytologie, où on va rechercher des cellules qui sont malades ou qui sont évocatrices éventuellement de cellules cancéreuses ou précancéreuses. Et donc, ce frottis se fait comme en population générale à partir de l'âge de 25 ans et jusqu'à 30 ans. Par contre, le rythme de ces frottis va varier en fonction du niveau de risque qui est corrélé au niveau d'immunodépression. On a estimé que la littérature était suffisante pour dire que si on n'était pas trop immunodéprimé, c'est-à-dire que si on avait un taux de CD4 actuel qui était supérieur à 350, si on n'avait pas d'historique d'immunodépression profonde, c'est-à-dire un nadir CD4 inférieur à 200, à ce moment-là, on pouvait faire comme en population générale avec un frottis annuel 2 fois. Et si ce frottis est 2 fois normal, on passe à 1 fois à 3 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous verrez ensuite ce qu'on fait après 30 ans. Et par contre, si on a une immunodépression relativement importante au moment de l'indication du frottis, ou un passé avec un nadir donc inférieur à 200 du taux de CD4, on va être quand même un peu plus précautionneux et continuer à faire un frottis annuel comme on faisait actuellement par cytologie jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc au-delà de 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé qu'on avait suffisamment d'arguments pour appliquer les recommandations de l'HAS en population générale pour toutes les femmes vivant avec le VIH à partir de 30 ans. Donc la porte d'entrée du dépistage se fait par un frottis, mais avec la recherche d'un portage d'HPV à haut risque d'évolution de cancer. On a un certain nombre d'HPV qui sont corrélés à des risques de cancer. On les connaît, on peut les chercher par des outils. Et donc l'idée, c'est chez des patientes qui sont donc asymptomatiques à partir de 30 ans, de faire ce test HPV-HR. Si le résultat est positif, c'est derrière de faire un examen cytologique. S'il y a des cellules anormales ou suspectes,
on fait une colposcopie à la recherche, donc c'est le gynéco, hein, à la recherche de lésions précancéreuses ou cancéreuses. Si la porte d'entrée montre qu'il n'y a pas de portage d'HPV à haut risque, à ce moment-là, le résultat est dit négatif et on peut se contenter, en l'absence de symptômes, de faire un test HPV-HR à 5 ans plus tard. Donc voilà, on se cale sur la population générale. L'idée, c'est aussi derrière de simplifier et d'optimiser la prise en dépistage pour que on augmente encore plus, on facilite les dépistages, mais il nous a semblé, groupe d'experts, que la littérature le permettait. Autre quand même modification assez importante des recommandations. Alors, soyez patients, dans tous les centres de France, va falloir un temps d'adaptation. Mais en tout cas, c'est les indications de dépistage du cancer de l'anus et les modalités de ce dépistage. Vous savez peut-être qu'actuellement, l'indication est surtout pour les personnes vivant avec le VIH, pour les HSH qui vivent avec le VIH. Donc cette indication de dépistage du cancer de l'anus, puisque ces personnes sont à risque de portage chronique de l'HPV, notamment 16, qui induit la plupart des cancers de l'anus, est une population cible du dépistage, mais le groupe d'experts a rajouté comme groupe cible, parce qu'il y avait des données indirectes pour dire qu'il y a probablement une incidence très élevée du cancer de l'anus dans cette population-là, chez les femmes vivant avec le VIH de plus de 30 ans, mais qui ont un antécédent en plus de lésions du col précancéreuses. C'est ce terme CIN2+, ça veut dire des lésions précancéreuses. Voilà. Donc, il y a aussi les femmes, qu'elles soient vivantes avec le VIH ou pas, qui ont un antécédent de cancer ou pré-cancer de la vulve ou qui sont transplantées d'organes solides. Bon, ça fait beaucoup lorsqu'on cumule, mais elles sont à sur-risque aussi de cancer de l'anus. Donc, ces trois conditions, notamment le col avec les lésions précancéreuses, en fait, ça reflète déjà un antécédent de portage d'HPV à haut risque, a priori, et il y a une corrélation avec un risque statistique derrière de faire un cancer de l'anus. Donc, si je résume pour rester simple, deux populations majeures spécifiques aux personnes vivant avec le VIH, les HSH qui vivent avec le VIH de plus de 30 ans et les femmes vivant avec le VIH de plus de 30 ans qui ont un antécédent de lésions précancéreuses du col. Donc, sans rentrer dans les détails, le mode d'entrée de ce dépistage, c'est un test HPV-16 au niveau anal. S'il est anormal, à ce moment-là, on fait un frottis à la recherche de cellules anormales et derrière, il y a tout un algorithme qui va se déployer avec le proctologue. Si l'HPV-16 est négatif, par contre, on est tranquille, on refait un test HPV 5 ans plus tard. Alors, autre bouleversement, entre guillemets, c'est la validation par le groupe d'experts de la possibilité de se faire dépister pour le cancer bronchopulmonaire chez les personnes vivant avec le VIH. Alors, ce n'est pas un dépistage organisé, c'est-à-dire on ne reçoit pas à la maison un bon pour aller se faire dépister, mais c'est un dépistage individuel, en face à face avec son médecin référent, notamment peut-être l'infectiologue qui vous prend en charge, s'il estime que le risque de cancer est élevé par surtout une exposition au tabac et dans le contexte d'un âge suffisamment avancé. On sait que le risque de cancer est augmenté par le tabagisme chronique, donc il faut avoir un tabagisme conséquent qui est indiqué ici. Bon, voilà, en gros, c'est fumer un paquet par jour pendant 20 ans, si on veut rester simple. Même si on a arrêté depuis quelques années, on peut participer à cette stratégie. Il faut avoir entre 50 et 74 ans, parce que bon, il faut quand même avoir fumé un certain temps et il y a l'effet de l'âge sur le risque. Et puis, il faut vraiment comprendre la démarche du dépistage, parce qu'un dépistage du cancer du poumon, c'est pas anodin. Ça peut être hyper anxiogène si on trouve des nodules qu'il faut simplement surveiller pour voir si ça grossit. Ça peut dire aussi que s'il y a des nodules derrière, on va faire des biopsies de ces nodules avec des risques quand même de pneumothorax, par exemple, c'est-à-dire que le poumon se collave un petit peu, qu'il y a de l'air qui rentre, ça peut faire mal. Il y a des fibroscopies bronchiques éventuellement, c'est-à-dire des tubes qu'on met dans les bronches pour aller chercher des nodules qui peuvent se compliquer. Donc, c'est vraiment une information éclairée du médecin et du sujet volontaire pour bien comprendre les enjeux, que ce n'est pas simplement un examen comme ça et il ne se passe pas grand-chose derrière. Il faut aussi rentrer dans une stratégie de sevrage tabagique. Ça ne veut pas dire qu'il faut la réussir,
mais il faut avoir quand même un renforcement, je dirais, de la motivation et une motivation pour essayer en tout cas de réduire l'exposition au tabac parce que le scanner, enfin le dépistage du cancer du poumon va certes avoir un bénéfice en termes de risque de mortalité par cancer du poumon, mais si on n'arrête pas le tabac derrière, au fur et à mesure du temps, ça va être très vite rattrapé par d'autres complications dues au tabac, comme des infarctus graves, comme des AVC, comme de la BPCO, de l'insuffisance respiratoire. Donc, si vous voulez, faut que ça soit quand même, enfin, idéalement, un package global. Donc, comment il se fait sur ces conditions d'indication? Il se fait par un dépistage par scanner faible dose, sans injection de produits de contraste. Voilà. Alors, sachez qu'en population générale, il y a des expérimentations françaises pour l'application en fait du dépistage en population générale à risque qui fume. Mais nous, chez les patients vivant avec le VIH, on a estimé qu'on avait déjà fait cette expérimentation, notamment il y a quelques années par une étude nationale de dépistage qui avait été financée par l'ANRS. Alors, il y a aussi le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Pareil, c'est dans une population cible de patients et de personnes vivant avec le VIH qui ont des fibroses avancées, mesurées par un outil qui s'appelle le FibroScan. Donc, quelle que soit la cause, alors c'est souvent plutôt quand même des co-infections VHC, même si le VHC est guéri. Donc, ça met du temps à involuer, les stades de fibrose. Ça peut être des co-infectés hépatite B, mais ça peut être aussi des patients qui ont une fibrose due à d'autres causes comme une stéatose inflammatoire, ce qu'on appelle la stéatohépatite, par exemple. Alors, pour l'hépatite C, c'est le score de fibrose qui va nous dire s'il faut surveiller ou pas tous les 6 mois par une échographie Doppler hépatique. Pour les personnes qui ont une co-infection hépatite B, les médecins ont différents outils d'appréciation. Donc, la fibrose par le FibroScan, mais aussi des scores qu'on fait en fonction du taux de plaquettes, de l'âge et du genre, enfin du sexe à la naissance de la personne et aussi en fonction de l'antécédent familial du carcinome hépatocellulaire. Donc c'est le score page B que je vous ai mis en dessous, c'est plutôt pour le médecin de décider. Sachez que l'hépatite C, pour faire son cancer, il a besoin de passer par la case cirrhose, alors que l'hépatite B passe souvent par la case cirrhose, mais peut en lui-même faire un cancer sans passer obligatoirement par la case cirrhose hépatique. Alors, chez les personnes vivant avec le VIH, il y a ces spécificités de cancer ou de modalités d'application que je vous ai dit tout à l'heure, mais bien sûr, il y a des dépistages qui sont des cancers de la population générale et il faut appliquer les indications et les âges de dépistage de ces cancers qui sont faites en population générale dans nos populations. Et donc, c'est aussi une partie de nos consultations, nous médecins, et de vous, de vos préoccupations vis-à-vis de nous. Il y a les cancers cutanés avec un examen dermatologique tous les ans, ça serait bien, notamment pour les peaux claires à risque. Il y a les cancers de l'oropharynx, notamment pour les personnes qui sont exposées à une prise excessive d'alcool ou de tabagisme. Alors difficile, l'examen buccal, mais c'était difficile de ne pas le mettre dans les recommandations. Il y a le dépistage du cancer du sein, selon les recommandations en population générale, en gros entre 50 et 74 ans par mammographie tous les 2 ans, mais s'il y a des facteurs de risque, et c'est souvent fait avant, et donc on a des algorithmes en population générale pour avancer ce dépistage avant 50 ans. On a d'autres dépistages de la population générale qu'il faut faire chez les personnes vivant avec le VIH. C'est le dépistage du cancer du côlon chez les plus de 50 ans, notamment par la recherche de sang occulte dans les selles. Donc normalement, dans pas mal de régions et peut-être dans toute la France, on reçoit par la sécurité sociale des petites bandelettes à la recherche de sang. Tous les 2 ans, il faut les renvoyer. S'il y a du sang, c'est une indication derrière de coloscopie, c'est-à-dire de tuyaux qu'on met dans le côlon par l'anus pour regarder si on ne voit pas des lésions cancéreuses. Il n'y a pas que les lésions cancéreuses qui saignent, donc ce n'est pas parce qu'il y a du sang que c'est forcément un cancer, mais en tout cas, c'est une indication de coloscopie. Alors après, quand on a des antécédents de famille proches de cancer du côlon,
ou si on a eu un cancer colorectal, donc ensuite le dépistage se fait plus par la recherche de sel, mais par coloscopie directement, qui se refera tous les 5 ans si cette coloscopie est normale, et de façon plus rapprochée s'il y a des lésions précancéreuses comme des polypes qu'on aura enlevés. Il y a aussi la recherche du cancer de la prostate qui se fait par toucher rectal annuel. Ça, c'est hyper important et c'est pas du tout fait. Donc, normalement, plutôt chez le médecin généraliste, éventuellement chez votre infectiologue, même si ce n'est pas normalement le centre de sa prise en charge. Et puis, ce qui est un peu débattu, mais en France plutôt fait, il y a eu 2 études, une qui a montré que c'était bien en termes de survie, de bénéfices de survie, et l'autre qu'il n'y avait pas trop d'incidence, parce qu'il y avait des surdiagnostics avec des risques, bon, peu importe. C'est le taux de PSA, c'est une hormone qui est sécrétée par les prostates, et lorsque ça augmente, c'est soit qu'il y a une grosse prostate bénigne, c'est pas très grave, et quand ça augmente beaucoup, c'est que souvent il y a plutôt un petit cancer qui est en train de se développer, voire un cancer important. Donc ce taux de PSA aussi, il peut être fait tous les 2 à 4 ans à partir de l'âge de 50 ans. Notamment plutôt, pour ces 2 types de dépistage de la prostate, si on a des antécédents aussi familiaux de cancer. Et puis le cancer de la vessie, je passe parce que c'est uniquement pour des gens très exposés à des cancérogènes vésicales en population générale, donc chez les VIH aussi, mais par exemple des imprimeurs qui utilisent des produits toxiques, etc. Donc c'est quand même très spécifique. Alors en prévention, difficile de ne pas parler de prévention, on a une prévention, je dirais, universelle qui est nouvelle, donc c'est important de le mettre. Vous me direz que c'est peut-être pas assez, mais vraiment, on pourrait faire un webinaire là-dessus, et je crois que c'est à peu près prévu pour la vaccination au-delà de certains âges. Mais ce qui a été validé par le groupe d'experts, c'est au moins une extension de la vaccination contre le HPV dans les 2 sexes, quelles que soient les orientations sexuelles, HSH ou pas, par exemple, jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, et ça va être publié dans les chapitres vaccination à venir, mais ça a été déjà dit dans le chapitre cancer. Et puis vraiment, j'insiste parce que Sophie a montré des études où on estimait la part attribuable au tabac par rapport à la part attribuable à d'autres facteurs comme l'immunité aux survenus de différents risques, aux survenus de différents cancers. Vraiment le cancer globalement, le tabac pardon, globalement sur ces risques fait beaucoup, vraiment beaucoup. Et donc la contribution du tabac est majeure dans la survenue de différentes complications mortelles ou graves, notamment les cancers donc non classants. Elle l'a montré l'étude américaine, c'était 24%. Les cancers ont été expliqués par le tabac. Mais il n'y a pas que les cancers, hein, et il y a l'infarctus du myocarde, par exemple, c'est 37% des infarctus sont expliqués vraiment par le tabac. Vous enlevez le tabac, vous enlevez cette proportion de risque. Et donc, quand vous regardez d'autres cancers plus précis, comme le cancer du poumon, la part attribuable au tabac est largement au-dessus de 85%. Donc, vous voyez, c'est très important. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste, le dépistage du cancer du poumon a d'intérêt s'il y a derrière, en tout cas, une démarche de sevrage tabagique. Alors, 2-3 diapos juste sur la prise en charge des cancers, parce que c'est quand même très complexe, et je ne pense pas que ce soit utile de trop détailler. Mais on a des principes voilà, on a un principe de prise en charge, en tout cas, de prise en soin des personnes malheureusement qui ont un cancer vivant avec le VIH. C'est un principe d'équité, c'est-à-dire il y a certes une infection VIH qui est une comorbidité supplémentaire, mais elle est traitable sur le plan, pas guérison, mais bien sûr sur le plan de la prise en charge, avec des antirétroviraux qui quand même sont plutôt mieux tolérés que ce qu'on avait avant. Donc, c'est une comorbidité supplémentaire, c'est ce qu'on voit ici à droite, mais pour le coup, en mettant les ARV comme il faut, évitant les interactions avec les traitements pour le cancer, on instaure une égalité, une équité en fait entre les différentes populations pour que la prise en charge soit adéquate et la plus optimale possible. Donc en fait, il y a un principe, voilà, que tout le monde doit appliquer quand on prend en charge les cancers chez les personnes vivant avec le VIH, c'est que le traitement oncologique doit être optimal, ça doit être les mêmes indications qu'en population générale, et le VIH ne doit plus être une contre-indication et ne pas être une contre-indication à avoir un traitement optimal comme en population générale. Alors, c'est quand même mieux fait qu'avant, mais à une époque, c'était un gros problème, et on le voit encore quand même dans certains centres
une crainte un petit peu du cumul des immunodépressions avec des oncologues qui ne veulent pas, mais bon, ça devient, il me semble, de façon subjective en tout cas, de plus en plus rare. Euh, alors, une autre chose, il faut rassurer l'oncologue parce que le traitement antirétroviral, quand même, dans l'immense majorité des cas, va s'adapter au traitement oncologique justement pour éviter une mauvaise tolérance du traitement oncologique, des effets additifs toxiques. Et voilà, tout ça, c'est tout à fait possible, tout en maintenant, bien sûr, un contrôle du virus, parce que l'objectif est de garder cette charge virale indétectable. Alors pour ça, on a des outils pour aider les différents spécialistes. Et il y a, je sais pas, Marianne le dira tout à l'heure, parce que c'est elle la coordinatrice, on a une réunion de concertation pluridisciplinaire qui se réunit tous les 15 jours, qui s'appelle la RCP Oncovie, et qui discute de ces dossiers. Il y a aussi une autre RCP, je la mentionne, pour une maladie, un type de cancer, bon, c'est pas tout à fait un cancer, mais qui s'appelle la maladie de Castelman, qui est à Saint-Louis, mais la plupart des avis, c'est par la RCP Oncovie. Et sur cette RCP, il y a 3 types de sollicitations. Il y a des avis pour savoir quel est le meilleur traitement pour le cancer, et ça tombe bien parce que dans la RCP, on a des oncologues de haut niveau et des spécialistes de différents cancers. Les risques d'interaction entre les traitements pour ces cancers et les ARV, et donc souvent la question qu'on pose, c'est qu'il faut changer le traitement ARV. Et donc pour ça, on a les infectiologues, mais aussi des pharmacos. Et puis on a aussi une troisième sollicitation qui est plus rare, mais qui existe, c'est est-ce qu'il faut faire des mesures de prévention spécifiques des infections opportunistes, puisqu'on traite par chimio, par exemple, et il y a l'infection VIH, est-ce que tout ça, ça fait pas beaucoup? Et est-ce que malgré un taux de CD4 élevé, il faut mettre des prophylaxies? Donc c'est le type de questions qu'on répond. Autre élément important, il me semble, à communiquer, c'est en cas de co-infection d'hépatite B et d'hépatite C. Déjà, il faut les chercher. Donc, s'ils ne sont pas dans le dossier et s'ils n'ont pas été cherchés récemment, c'est quand même bien au diagnostic du cancer de les chercher, puisque ça induit des choses spécifiques, notamment s'il y a une hépatite B chronique, chercher l'hépatite delta, chercher si l'hépatite B est réplicatif. Et en tout cas, s'il y a une hépatite B ou un antécédent d'hépatite B guéri, même en rémission, avec la présence d'anticorps HBC, pardon, il y a une erreur, je vais changer ma diapo, isolé, on va chercher une virémie, mais surtout mettre dans la combinaison des traitements qui agissent sur l'hépatite B pour éviter que ça ne flambe sous chimiothérapie. Et puis la co-infection VHC, si elle est réplicative, on peut se poser la question maintenant, notamment avec les traitements de l'hépatite C qui sont très bien tolérés et peu d'interactions, s'il ne faut pas traiter, c'est une question qu'on se pose, l'hépatite C en même temps que le cancer, ou si on attend après. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, si je devais faire quelques messages, la prévention et le dépistage sont des meilleures stratégies pour réduire la morbimortalité associée aux différents cancers chez les PV-VIH, mais comme en population générale. Comme en population générale, il faut réduire les facteurs d'exposition. Alors, spécifiquement chez les PV-VIH, il faut restaurer au mieux la restauration immunitaire, donc être optimal dans sa prise des traitements, bien sûr, mais aussi, donc c'est toute la stratégie en santé publique, ça c'est un peu tard qu'on est infecté tardivement, mais c'est de dépister tôt pour diagnostiquer tôt, et puis adhérer au programme de dépistage des cancers qui peuvent être donc spécifiques chez les PV-VIH, comme le dépistage du cancer de l'anus, par exemple. Et puis enfin, pour la prise en charge, il y a cette RCP nationale Oncovie, il me semble, qui a beaucoup aidé à une équité et finalement une égalité des chances de prise en soin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Alors, on a quelques commentaires et questions. Alors, effectivement, on voit que le tableau, le calendrier, en tout cas, du dépistage est quand même assez lourd, notamment pour les femmes qui vivent avec le VIH. On sait aussi qu'on manque cruellement en France de certains spécialistes. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour améliorer le dépistage, en tout cas pour la réalisation de ces dépistages, ce qui n'est pas toujours évident, je pense surtout aux proctologues, particulièrement chez les femmes qui vivent avec le VIH. Micro. Ouais. Oui, pardon. Non, tu as remis ton micro, ton mute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est oui. bon.
Non. Est-ce que j'ai arrêté le partage là? Je ne sais plus. Oui, je Oui. crois. La question, c'est est-ce que le fait de dépister les femmes vivant avec le VIH, Non, c'est euh, par rapport au fait qu'on manque de spécialistes, notamment de proctologues. Est-ce que tu aurais des conseils pour les femmes qui vivent avec le VIH pour qu'elles puissent accéder à ces dépistages? Peut-être le cancer du col de l'utérus, le cancer du canal anal? alors, on ne sait pas. Alors déjà, les nouvelles recos pour l'anus sont pas tout à fait appliquées partout. Il faut s'organiser avec les proctologues, avec les biologistes, enfin les virologues qui cherchent l'HPV, commander les kits, etc. et expliquer ces nouvelles indications et modalités. Juste, il y a un truc, c'est que aussi la Société nationale française de coloproctologie a validé ces modalités de dépistage, notamment chez les HSH de plus de 30 ans vivant avec le VIH. Donc voilà, tout le monde est quand même raccord sur les modalités, et donc ça aide à convaincre le proctologue faut qu'on change. Donc ça, c'est une idée. En fait, je ne sais pas si ça va augmenter le nombre de cas qu'on envoie ou pas, puisqu'on va passer d'abord par un écouvillon qui va chercher de l'HPV au niveau anus, et c'est uniquement si on a un HPV 16 et derrière des écouvillons avec des anomalies cellulaires qu'on va envoyer chez le proctologue, en gros. On peut s'organiser comme ça. Donc je me demande même si ça ne va pas réduire le nombre de personnes qu'on va envoyer chez les proctologues. Après, pour le cancer du col, je pense qu'il y a des modalités de dépistage aussi d'HPV qui peuvent aussi, par contre, qui est plus souvent fait, et c'est en train de se développer par autoprélèvement. Donc, ça peut être une modalité d'assurer le dépistage et réduire le nombre de personnes qui doivent aller voir le gynéco. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'est une approche en tout cas. Et donc après, oui, il y a un problème de démographie médicale. J'espère que dans les 20 années à venir, ça va augmenter. Et il y a un problème de proctologue, mais pas que de proctologue. Il y a un problème aussi de proctologue qui veut, parce que derrière, il y a une anoscopie haute résolution. Bon, c'est un peu compliqué. Mais il y a peu de proctologues qui font de l'anoscopie haute résolution, notamment parce que c'est très chronophage et c'est peu rentable, en fait, hein. Tout à fait. Alors, une question, il y a eu beaucoup, il y a quelques années, d'éléments autour d'un bilan annuel, et donc on voit bien qu'effectivement il y a des prélèvements, la prévention qui est pour un certain nombre de cancers annuels. Où faire ces bilans? Tu dis que l'infectiologue peut faire un toucher rectal, mais on sait quand même qu'il ne le fera pas, faut pas se mentir. Donc, est-ce que à ce moment-là, il faut, quand on est un PV-VIH, se tourner vers son médecin traitant, avoir un médecin traitant, essayer de justement de lui faire passer tous ces messages que tu nous as fait passer ce soir, et comment, enfin voilà, comment tu verrais du côté du patient, comment il peut s'organiser lui pour faire son bilan annuel, en dehors évidemment du cancer colorectal où c'est des kits qu'on reçoit à la maison. Ça c'est très pratique. Les kits peut-être autoprélèvement pour le cancer du col, ça serait parfait. Mais pour les autres, comment on peut envisager et vers quel professionnel se tourner? On parle beaucoup actuellement dans la prise en charge des IPA, des infirmières spécialisées. Est-ce que ça serait une façon de faire? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des pistes du côté institutionnel? Oui. Alors les IPA, je ne sais pas si en pratique avancée, elles ont cette mission-là. Je ne sais pas, Marianne, si tu sais. Mais en effet, dans l'avenir, ça pourrait être une aide. Moi, je trouve qu'il y a des cancers qui sont dépistés en population générale, que les PVIH, pour un certain nombre de comorbidités, ne sont pas des patients si différents que ça. Et donc, j'imagine que si on a un bon médecin généraliste, et ça c'est très important, enfin si on a déjà un médecin généraliste, que les cancers qu'on dépiste en population générale pourraient être dépistés chez des PV-VIH et ne pas le ressort spécifiquement du VIHologue. Après, il y a des cancers spécifiques ou avec des indications et des modalités parfois différentes. Donc, cancer du col, mais de moins en moins, on a essayé de coller à la population générale. Moi, pour les femmes, j'ai énormément de femmes qui se font dépister
en ville, hein, par PCR HPV maintenant. Hein. Bon, donc finalement, elle rentre dans le moule du dépistage comme en population générale, et puis elle préfère ne pas forcément être considérée différemment. Et puis pour le cancer de l'anus, il me semble, c'est vraiment le rôle du médecin. Le cancer du poumon, ben, ça pourrait être plutôt le médecin VIHologue, pardon, pour l'anus. C'est pareil pour le poumon, puisqu'il n'est pas fait en population générale, mais il faut que les services aient un lien avec les différents spécialistes, et ça pourrait se faire en hospice de jour. Un scanner du poumon, pourquoi pas, avec une consultation tabaco, une consultation pneumo, enfin, vous voyez, et associé à la consultation de prise en charge habituelle. Voilà, je réponds que partiellement, mais bon, voilà. Et puis il y a les autoprélèvements, comme tu as dit, avec les autocouvillons, pourquoi pas gynéco, et bientôt anal aussi, hein. Donc, C'est à la carte. oui, je voudrais dire à la personne qui te dit que c'était très anxiogène, effectivement, je pense que vu du patient VIH, tout ce que tu as décrit est très anxiogène, mais finalement, on est finalement un peu dans le droit commun ou dans la communauté des personnes qui vieillissent, et il faut essayer, justement, on est dans une position, quand à mon avis, on a un patient VIH, on est suivi régulièrement et on peut avoir l'opportunité, puisqu'on est suivi de façon assez régulière, peut-être parfois plus que dans une population générale, d'être dépisté. Parce que, on est au courant, et deux, les médecins qui sont autour des patients, enfin des personnes vivant avec le VIH, sont également peut-être parfois plus au courant, notamment les médecins infectiologues, mais aussi parfois les médecins généralistes, et que donc, finalement, soyons optimistes, on sera mieux et plus facilement dépisté, et notamment si on connaît bien sa maladie, la prévention et le dépistage. Je crois que c'est important de remettre un peu d'optimisme dans tout ça. Est-ce que je peux vous demander de mettre la caméra, parce que je parle à un écran noir, je ne sais pas si c'est... Nous, on te voit très bien. Ouais, moi je ne vous vois pas. Ah, super. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, on a la chance d'avoir des recommandations qui sont lues par l'ensemble de la communauté des médecins qui prennent en charge les patients vivant avec le VIH. Le tout, après, c'est de dispatcher en fonction. Et la plupart de ces dépistages sont indiqués en population générale. Le cancer du poumon, le dépistage va être complètement validé hein, par l'INCa, on le sait, dans quelques années. En population générale, le cancer de l'anus, c'est spécifique. Le cancer du col existe en population générale aussi. Donc, ouais, exactement comme tu as dit, voilà, on s'occupe de ça parce qu'on vieillit aussi, et ça c'est une bonne nouvelle. Et comme en population générale, il vaut mieux diagnostiquer tôt et faire en sorte qu'il y a et prévenir. Alors, il y a une question là que j'ai un peu du mal à lire, mais qui est quelle incidence a la chimiothérapie sur une personne qui a une faible immunité? Alors, c'est une bonne question. Alors, on a fait une étude, enfin, c'était le sujet d'une étude que j'ai fait dans la cohorte des vétérans. On a regardé justement, est-ce qu'il y avait une surincidence de complications infectieuses chez des patients vivant avec le VIH qui avaient un certain nombre de cancers par rapport à des vétérans de même âge qui avaient les mêmes cancers mais qui n'étaient pas infectés par le VIH. Et ce qu'on a vu, c'est que le fait d'additionner chimio dans des cancers solides, donc c'est-à-dire des cancers du côlon, des cancers du poumon, des cancers où il y a de la masse, quoi, eh ben, il n'y avait pas de surrisque d'infection lorsqu'on cumulait chimio et VIH, lorsqu'on avait à la base, au moment de la chimio, un taux de CD4 supérieur à 200. Et par contre, en hémato, il y avait un surrisque. Et lorsqu'on avait d'autres cancers, les mêmes cancers solides avec moins de 200 CD4, il y avait un surrisque d'infection opportuniste, mais qui était probablement dû au fait qu'on avait moins de 200 CD4 que l'addition chimio plus moins de 200 CD4. Donc, dans les guidelines qu'on a sortis, on a dit on fait d'une prophylaxie uniquement si on a moins de 200 CD4 ou si on a des cancers en population générale qui nécessitent une prophylaxie parce qu'on sait qu'il y a un risque d'infection opportuniste, mais pas chez les autres. Donc, vous voyez, c'est plutôt rassurant.
Ok. Et une question, alors c'est encore sur HPV, je sais qu'il va y avoir un deuxième webinaire sur HPV, mais je la pose quand même. Y a-t-il un intérêt à la vaccination HPV chez les PVVIH avec un HPV oncogène du col et anal chez une personne de 60 ans et avec des CD4 inférieurs à 300? On voit que c'est un peu perso là, mais peut-être un peu trop ciblé. Honnêtement, enfin, pour rester simple, là, clairement, non. D'accord. Et moi, j'ai une dernière. Il y a un intérêt au dépistage. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que, parce que tu as parlé d'éthique et le traitement est finalement identique, est-ce que quand même tout, puisqu'il y a beaucoup d'espoir dans des traitements non chimiothérapiques dans le cancer, est-ce que tous ces traitements sont accessibles à une personne VIH, vu justement les problèmes d'immunité, parce que on sait qu'il y a un certain nombre de traitements qui pourraient infléchir ou en tout cas être à contrario avec ces traitements. Alors, tu parles des traitements immunomodulateurs, Voilà. par exemple, des oui, et qui sont une révolution thérapeutique en oncologie. Alors, c'est une des vertus de la RCP Oncovie, notamment Jean-Philippe Spano et Marianne Ferry, d'avoir su militer pour essayer d'ouvrir déjà les études en population générale aux patients vivant avec le VIH sous certaines conditions de contrôle virologique, on va dire. Donc ça, voilà, il y a dans la culture des industries de plus en plus d'ouverture vers ce profil de cette population qui a été longtemps exclue des protocoles, et c'est ce qui semblait à la communauté des médecins en tout cas tout à fait inacceptable. L'autre élément, c'est à travers la RCP aussi, il y a vraiment une philosophie de, voilà, quand il y a une indication de ces immunomodulateurs parce qu'il y a des données en population générale qui montrent que ça a un intérêt, il y a administration, indication de ces immunomodulateurs. Et il y avait aussi un programme d'accès, je crois, tu me corrigeras, Marianne, pour lorsqu'il y avait des indications une cohorte, voilà, il y a une cohorte qui a été créée pour étudier la tolérance de ces traitements chez les PV-VIH, donc ces immunomodulateurs, et assurer donc l'indication aussi. Oui, si je peux compléter, effectivement, on revient à ce principe d'équité. L'idée, c'est de chercher à tout prix à traiter les personnes vivant avec le VIH comme la population générale. Donc, ça passe quand même par une étape de vérification qu'il n'y a pas de contre-indication, d'où la mise en place de ces cohortes importantes qui sont toujours extrêmement rassurantes dans la majorité des cas. Il y a quelques rares exceptions, effectivement, où on prend un peu plus de précautions, mais dans la grande majorité, on peut utiliser les mêmes traitements que dans la population générale.